Chapitre 5. La nouvelle conscience. Il y a un fait radicalement nouveau. Il n'est pas vieux, il remonte à quelques années seulement. C'est un nouveau début terrestre, et peut-être universel, aussi simple et troublant que dut l'être l'apparition de la première vibration mentale dans le monde des grands singes. Un début, ce n'est pas quelque chose qui se sait soi-même. Ce n'est pas tonitruant ni prodigieux. C'est simple et tâtonnant. C'est frêle comme une jeune pousse, et on ne sait pas encore si c'est le vent d'hier qui passe, ou quelque nouveau souffle presque pareil, et pourtant si différent, qui nous laisse un moment étonnés, incrédules, comme au bord d'une merveille surprise, comme devant un sourire pris au piège, et qui s'efface en un clin d'œil si on le regarde trop. Un début, C'est un millier de petites touches de début. qui passe et repasse, qui frôle et s'enfuit, qui surgissent on ne sait d'où ni comment, parce que c'est d'une autre loi, qui rit et se moque, parce que c'est d'une autre logique, qui reviennent quand on les croit perdus et nous laissent tout penauds quand on s'imagine les avoir saisis, parce que c'est d'un autre rythme, ou peut-être d'une autre façon d'être. Et pourtant, ces petits traits, peu à peu, font un autre tableau. Ces petites touches répétées font un je ne sais quoi qui vibre autrement, qui nous change sans en avoir l'air, touchant une corde qui ne connaît pas bien sa note, mais qui finit par faire une autre musique. Tout est pareil et tout est différent. On est sans s'en apercevoir. Nous ne pouvons donc pas dire très bien comment ça fonctionne. Pas plus que les anciens singes ne pouvaient dire vraiment ce qu'il fallait faire pour manipuler la pensée. Du moins, pouvons-nous dire quelques-unes de ces petites touches hasardeuses, indiquer une direction générale, et suivre pas à pas, avec notre marcheur du nouveau monde, le fil d'une découverte qui semble parfois incohérente, mais qui finit par faire une cohérence. Nous ne connaissons pas le pays. On dirait même qu'il se forme sous nos pas, qu'il grandit presque par notre regard, comme si, d'apercevoir cette courbe, cette lueur presque malicieuse, l'encourageait à croître et à dessiner sous nos pas ce pointillé, cette autre courbe, puis cette colline charmante vers laquelle on s'élance le cœur battant. Notre marcheur du nouveau monde est avant tout un observateur. Rien ne lui échappe, pas un détail, pas une infime rencontre, une imperceptible conjonction, une correspondance presque insaisissable. La merveille naît par gouttelettes, comme si le secret était dans l'infinitésimal. C'est un observateur microscopique. Et peut-être n'y a-t-il pas de grandes choses, ni de petites, mais une même coulée suprême dont chaque point est aussi suprêmement plein de conscience et de sens que la totalité des univers, comme si, en vérité, la totalité du but était à chaque instant. Nous avons donc bien rempli chacun des terrains vagues de notre journée. Plus rien n'est vague. Nous avons mis de l'être dans cette vacance entre deux actes, et même nos actes ne sont plus aussi totalement engloutis dans la mécanique. Nous pouvons parler, téléphoner, écrire, voir des gens, mais derrière, dans un arrière-plan, il y a quelque chose qui continue d'être, qui vibre très doucement, comme un souffle d'une mer lointaine, comme une coulée d'une petite rivière au loin. Et si nous nous arrêtons un instant au milieu de notre geste, si nous faisons seulement un pas en arrière, en un clin d'œil, nous sommes dans cette petite rivière toute fraîche, cet air du large, cette étendue aisée, et l'on glisse là comme dans le repos de la vérité, parce que seule la vérité est en repos, puisqu'elle est. Tout le reste bouge, passe et se transforme. Mais étrangement, cette sorte de décalage ou de déplacement du centre d'être ne nous enlève pas notre prise sur la vie, ne nous projette pas dans une sorte de songe dont on serait tenté de dire qu'il est creux. Au contraire, nous sommes dans un éveil complet. On dirait même que l'endormi est dans celui qui parle, écrit, téléphone. Nous sommes comme en alerte,
mais d'une alerte qui n'est pas tournée vers le déroulement de la mécanique, vers le jeu des physionomies, le calcul du prochain pas, la ruée des apparences. Nous sommes attentifs à autre chose, comme à l'écoute, là, derrière notre tête, pourrait-on dire, dans cette étendue qui vibre, cette coulée large, et nous percevons parfois des variations d'intensité, des changements de rythme, des pressions soudaines, comme si un doigt de lumière pesait là, indiquait quelque chose, nous arrêtait sur un point, braquait son rayon. Alors, sans savoir pourquoi, nous prononçons cette parole, nous faisons ce geste, ou au contraire nous sommes retenus de faire ce geste. Nous tournons là au lieu d'ici. Nous avons ce sourire quand notre interlocuteur a l'air si désagréable. Ou au contraire, nous l'écartons vivement quand il semble si bien intentionné. Et tout est parfaitement exact, à la seconde. C'est exactement ce qu'il fallait faire, dire, là où il fallait tourner, la catastrophe évitée, la rencontre nécessaire. 2 jours ou 2 heures après, nous comprenons merveilleusement le sens ou l'exactitude de notre geste. On dirait que l'on entre dans un fonctionnement de vérité. Et un premier phénomène commence à nous frapper. Ces indications qui viennent à nous, ces perceptions, ces pressions, ne ressemblent nullement à celles qui viennent d'en haut quand on suit la voie de l'ascension. Ce ne sont pas des révélations, pas des inspirations, des visions, des illuminations, ni tout le grand fracas des plans supérieurs du mental. C'est un fonctionnement très humble, semble-t-il, et très matériel, quelque chose qui s'attache aux moindres détails, au plus petit souffle qui passe, à ce coin de rue, ce geste automatique, ces 1000 mouvements qui vont et viennent. On dirait presque un fonctionnement à ras de terre. Mais ce fonctionnement n'est pas sûr au début. À chaque instant, nous sommes repris par la vieille mécanique, l'habitude de moudre des pensées, juger, déduire, calculer, et instantanément, c'est comme un voile qui tombe, un écran qui s'interpose entre la clarté tranquille derrière et le tourbillonnement laborieux d'ici. Les communications sont brouillées. De nouveau, il faut faire un pas en arrière, retrouver l'étendue spacieuse. Et elle est irritante. Elle semble ne vouloir rien dire, nous laisser parfaitement tomber, opposant un silence neutre, un blanc immuable à la question que nous lui envoyons, et qui pourtant demanderait une réponse immédiate. Alors nous cédons encore, nous remettons la mécanique en branle, pour nous apercevoir que tout était blanc derrière, parce qu'il ne fallait pas bouger devant, et que le moment de la réponse n'était pas venu. Nous trébuchons et nous persistons, nous faisons confiance, et nous sommes malhabiles, là, dehors ou devant, quand les circonstances demanderaient de la prestesse ou de l'à-propos. Et ceux-là qui se meuvent avec la vieille raison peuvent se moquer, comme se moquer peut-être le plus valeureux des anthropoïdes devant la niaiserie de l'apprenti homme. On manque sa branche. On tombe et on se ramasse. On continue. Mais peu à peu, à mesure que notre démécanisation gagne du terrain, s'affermit, se perfectionne, les communications se font plus claires, les perceptions plus justes, plus précises. On commence à débrouiller tout un réseau confus qui nous semblait autrefois la logique même. Dans la clarté tranquille, on perçoit une multitude de mouvements qui viennent d'en bas, du dehors, de l'autre. C'est un entrecroisement de vibrations, une cacophonie de minuscules pulsions, un champ de bataille. Une arène où passent et repassent des combattants obscurs. Des poussées sourdes, des éclairs noirs, des volontés microscopiques qui s'agrippent. Et tout à coup, là-dedans, une toute petite goutte tombe dans notre rivière tranquille, sans qu'on le veuille, sans qu'on le cherche, sans même qu'on l'appelle. Et tout se dénoue, s'aplanit, s'efface, se dissout. Et ce visage, là, devant nous, cette petite circonstance raboteuse, ce nœud de dureté, cette résistance obstinée, s'évanouit, fond, se déride,
s'ouvre comme par enchantement. On commence à entrer dans la maîtrise. Mais c'est une curieuse maîtrise. Elle ne nous obéit pas du tout. Au contraire, dès qu'on veut la mettre en action, elle se dérobe, file entre les doigts, se moque et nous laisse tout stupides comme un apprenti sculpteur qui veut imiter le coup de ciseau du maître. On tape à côté. On se tape même sur les doigts. Et on apprend. Peut-être apprend-on à ne pas vouloir. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. Compliqué de notre point de vue, bien entendu, parce que tout est compliqué de ce côté-ci. C'est la complication même. En fait, c'est simple. On apprend la loi du rythme, parce que la vérité est un rythme. Elle a des coulées vives, des torrents subis, des espaces lents qui s'enfoncent en eux-mêmes comme une mer dans une mer plus profonde, comme un grand oiseau dans l'infini bleu. Elle a des insistances soudaines, de minuscules points de diamant qui percent et transpercent, de grands silences blancs comme une steppe dans l'éternité des âges, comme un regard sans fond qui traverse des vies et des vies, des océans de peine et de labeur, des continents de marche, des routes et des routes de prière et d'ardeur. Elle a des éclatements brusques, des instantanéités miraculeuses. Une longue, immense patience qui va avec chaque pas, chaque geste, chaque tressaillement d'être, comme un murmure d'éternité qui porte la minute. Et toujours, derrière cet instant ou cet éclair de glaive, cette lenteur vaste qui déroule sa traîne d'infini, ce point brûlant qui éclate, ce mot qui commande, cette pression qui contraint, il y a comme une clarté tranquille, une distance de cristal, une petite note de neige qui semble avoir voyagé par des espaces de lumière calme, filtré d'un infini de douceur qui regarde, perlé en petites gouttes d'une grande prairie ensoleillée où nul ne souffre, nul n'agit, nul ne devient. Une étendue spacieuse qui porte la petite note, porte le geste, porte la parole, et la brutalité de l'acte jaillit d'une insondable paix où les bruits du temps et la foulée des hommes et le remous des peines revêtent leur manteau d'éternité, déjà guéri, déjà passé, déjà crié. Car la vérité porte le monde comme dans une grande robe de douceur, comme dans un infini de ciel où fondent nos oiseaux noirs, nos oiseaux de paradis. Les peines d'ici, les peines de là, les ailes grises, les ailes roses, tous unis, s'ajustent dans cette note et devient juste. Tout est simple et sans tache, sans trace, sans marque, sans doute, parce que tout coule de cette musique-là, et ce geste infime d'un moment s'accorde à une grande houle qui roulera encore quand nous n'y serons plus. Mais si, une minute seulement, je intervient, le petit remous, le petit moi, la petite dureté qui s'accroche, la petite volonté de soi, tout se fausse, et grince, et tâche, et veut ou ne veut pas, hésite, tâtonne. C'est l'embrouillement instantané. La conséquence de l'acte, la conséquence de tout, la mémoire lourde, la trace qui colle, la peine de tout. Car il ne suffit pas d'être clair dans sa tête, il faut être clair partout. Dans cette clarté tranquille, derrière, nous découvrons en effet un deuxième niveau d'embrouillement, plus bas. C'est décidément une voie de la descente. À mesure que la mécanique mentale s'apaise, nous nous apercevons à quel point elle recouvrait tout. Toute l'existence, le moindre geste, le plus petit battement de cils, la moindre vibration, comme une hydre vorace en perpétuelle expansion. Et l'on voit apparaître clairement l'étrange faune qu'elle recouvrait. Ce n'est plus une arène, c'est un marécage pullulant où bouillonnent toutes sortes de microbes psychologiques. Une nuée de réflexes minuscules, comme les coups de détente du pseudopode, de réactions semi-automatiques, d'impulsions désordonnées, de désirs par milliers. Et les plus gros poissons bariolés de nos penchants instinctifs, de nos goûts invétérés et de nos dégoûts, nos affinités naturelles, et tout le jeu cacophonique des sympathies et des antipathies,
des attractions, des répulsions. Un engrenage qui remonte au précambrien, un formidable résidu de l'habitude de centres dévorés, un innombrable tourbillon polychrome où les affinités électives sont à peine un prolongement des affinités gustatives. Il n'y a donc pas seulement une mécanique mentale, mais une mécanique vitale. Nous désirons, nous voulons. Et malheureusement, nous voulons toutes sortes de choses contradictoires qui se mélangent aux volontés contradictoires du voisin, qui font un amalgame aveugle. Et nous ne savons même pas si le triomphe de cette petite volonté d'aujourd'hui ne prépare pas votre défaite de demain, ni si ce désir satisfait, cette vertu austère et justicière, ce noble goût, cet altruisme bien intentionné, cet idéal intransigeant, ne façonne pas quelque désastre pire que les maux que nous voulions guérir. Toute cette cacophonie vitale qui arbore ses étiquettes mentales et ses justifications, qui pérore et philosophe ses merveilleuses raisons implacables, apparaît sous ses vraies couleurs, pourrait-on dire, dans la petite clairière tranquille où nous avons désormais pris position. Et là aussi, peu à peu, nous appliquons le processus de démécanisation. Au lieu de nous précipiter dans nos sensations, nos émotions, nos goûts et nos dégoûts, nos certitudes et nos incertitudes, comme l'animal dans ses griffes, mais sans la sûreté de l'animal, nous faisons un pas en arrière, un temps d'arrêt. Nous laissons passer le torrent, le réflexe, le jugement péremptoire, l'émotion trouble ou moins trouble. Mais de toute façon, c'est un trouble dans cette petite eau claire qui coule derrière, dans ce rayon de soleil intrompable. Tout d'un coup, le rythme est brisé, l'eau n'est plus claire, le rayon s'éparpille. Et ces brisures, ces troubles, ces intrusions discordantes deviennent de plus en plus insupportables. C'est comme un manque d'oxygène soudain, une plongée boueuse, un aveuglement intolérable, l'éclatement d'une petite chanson derrière qui faisait la vie si lisse et vaste et rythmée, comme une grande prairie sous le souffle d'un alizé d'ailleurs. Car vraiment, il est un rythme de vérité derrière, et autour, et partout. Une vaste coulée tranquille, une étendue de temps légère où les jours et les heures et les ans semblent suivre le mouvement imprescriptible des étoiles et des lunes. Monter, descendre, comme une houle du fond des âges, se raccorder au déroulement total et emplir cette petite seconde qui passe d'une éternité d'être. Nous avons pris position là, dans cette petite clairière. C'est notre base, notre grande vacance claire partout, notre Himalaya des boulevards, notre toute petite chanson inaltérable. Et finalement, nous nous apercevons qu'il n'est pas besoin de faire ou de ne pas faire, d'intervenir ou non, de vouloir ou non, de maîtriser. Il suffit d'être là, d'être bien là, et de laisser couler ça, ce petit rythme dans les choses, cette cadence claire dans l'obscurité des circonstances, ce tranquille rayon sur les êtres. Et tout s'arrange, simplement, merveilleusement, sans que l'on sache pourquoi, par le seul fait que l'on est là. C'est comme un dissolvant des ombres, un conducteur d'ordre, un transmetteur de paix et d'harmonie, un rectificateur des rythmes, car il n'est pas de mal vraiment, pas d'ennemi, pas de contradiction. Il n'est que des rythmes mal accordés. Et quand nous sommes accordés nous-mêmes, tout s'accorde. Mais pas selon nos idées du bien ou du mal, de l'heureux ou du malheureux, de l'échec ou de la réussite, selon un autre ordre qui peu à peu se révèle infaillible et doué de longues visions, un ordre de vérité. Et chaque minute devient claire. Chaque visage derrière ses ombres, chaque circonstance derrière son tumulte, chaque pas du hasard, chaque accident, chaque chute révèle son sens, et comme un noyau de vérité pure qui cherche à devenir. Alors il n'est plus de jugement, plus de faux réflexes, plus de hâte, ni de tension, ni d'avidité, de crainte de perdre ou de ne pas avoir, d'incertitude troublante, ni de certitude vite détrompée. Il y a ça qui coule et qui est vrai,
et qui veut seulement être de plus en plus vrai. Parce que la vérité, c'est la grande douceur de vivre, la paix d'être, la largeur d'être, l'exactitude du geste et la perfection de la minute. Nous sommes entrés dans une nouvelle conscience, une conscience de vérité. Et une fois de plus, le même phénomène nous frappe. Ce n'est pas une conscience sublime comme celle que l'on découvre sur les pics de l'esprit, qui sont seulement des paroxysmes de moi. Il n'y a pas d'étincellement là-dedans, et pourtant de minuscules étincelles qui peuplent nos secondes d'une douceur d'éternité. Pas d'immensité stupéfiante, et pourtant des petites clairières où l'on respire bien, à chaque instant. Pas de vision cosmique, mais des petites gouttes de vérité qui semblent emplir chaque point d'un sens total. Pas de prophétie, ni de vaticination. Pas d'extase, pas de révélation, mais un simple regard clair qui fait ce qu'il faut, quand il faut, et prépare humblement les merveilles qui viendront. Pas de grande révolution, mais une petite révolution de chaque moment autour d'un imperceptible soleil au cœur des choses. Pas de grandes choses, pas de petites. Une égalité de vérité qui grandit à chaque pas et dans chaque geste. On dirait presque une conscience de la vérité de la matière. C'est le grand fait nouveau dans le monde. C'est la nouvelle conscience annoncée par Sri Aurobindo. C'est le microscopique début d'une terre de vérité. Et parce qu'ils ne l'avaient pas vu, ou parce que le moment n'était pas venu, les sages d'antan ont escaladé les hauts pics en quête du ciel. Mais le ciel est parmi nous. Il grandit par notre regard. Il se fortifie par chaque obstacle, chaque geste de vérité, chaque seconde vécue vraiment. Il dessine ses gracieuses collines sous nos pas étonnés et vibre imperceptiblement dans ce petit éclatement d'être arraché à nos grands terrains vagues.